Salut et bienvenue dans nos hors-séries d'été de Ça tourne pas rond. Toute l'année, elle a répondu à vos questions. Salut Mardi Noir. Salut Nina. Mardi Noir, vous êtes psychologue et psychanalyste et pour accompagner la chaleur estivale, vous vous êtes dit que ce serait super qu'on passe un été avec les pervers. Le précédent épisode était consacré aux fétichistes. Aujourd'hui, c'est un tout autre sujet puisque nous parlons de perversion et d'enfance. Mardi Noir, c'est un peu spécial d'associer ces deux termes. En tout cas, j'éprouve immédiatement une gêne. Et oui Nina, aujourd'hui on va parler des enfants, mais j'arrête tout de suite la machine à fantasmes. Il ne s'agit pas de parler des enfants comme de sombres pervers comme on l'entendrait dans le langage courant, proche d'un Hannibal Lecter dans Le Silence des agneaux. Non, ici ce qui me tenait à cœur de mettre en avant, c'est la continuité qu'établit Freud entre une sexualité infantile polymorphe et ce qui se retrouve figé et fixé dans le fétichisme et la perversion. On va faire un petit rappel à nos auditeurs. On a vu les semaines précédentes que la perversion, et plus précisément dans sa forme fétichiste, se fixait sur un objet au sens large du terme, objet physique, les cheveux, les pieds, objet inanimé, les chaussures, la lingerie, bref, au fond, tout objet qui détourne d'une sexualité définie à l'époque comme mature et surtout non déviante de son but de reproduction. En gros, la seule baise qui vaille est celle qui est accomplie pour faire des enfants. Et on a mis en relief que ça n'allait pas de soi pour Freud, qu'en tout cas, c'était plus des considérations morales que des observations cliniques. Et alors, qu'est-ce que Freud voit chez les enfants qui va faire avancer sa théorie ? Eh bien des choses, Nina, des choses très dérangeantes pour son époque et oserais-je dire qu'elles le sont encore aujourd'hui pour beaucoup. Freud repère qu'à défaut d'avoir une sexualité arrivée à maturité, qui permet donc la reproduction, les enfants ne sont pas en reste quant à une sexualité polymorphe. C'est-à-dire que Freud note que les pulsions orales et anales ne sont pas sans plaisir, qu'au fond, un enfant, ça jouit différemment d'un adulte, mais ça jouit tout de même. Et il donne l'exemple du suçotement, qui consiste à sucer son pouce ou un bout de tissu. Il remarque que ce genre d'activité orale peut se poursuivre à l'âge adulte. Pour l'analité, il parle de la charge masturbatoire, qui consiste à garder ses selles au niveau du rectum. Et je demande à tous mes auditeurs d'être très honnêtes et ouverts sur le sujet. Oui, ça peut être agréable. Alors ok, ça nous emmerde, c'est le cas de le dire, que de reconnaître ça, mais ça peut l'être. À ce propos, je me souviens d'un collègue de boulot qui disait sans problème qu'il préparait son caca. Ça signifiait pour lui de le garder un peu, de le sentir monter, de le former, en somme. Et sans doute ne percevait-il pas la charge sexuelle de ces mots. Je sais pas si j'ai très envie d'être honnête, Mardi, donc je vais laisser ça à vos collègues, vos patients, Freud et à vous-même. On va laisser le caca de côté. Freud évoque également des tendances autonomes dans l'enfance qui ne sont pas encore chargées sexuellement, mais qui peuvent le devenir par la suite. Ça concerne notamment la cruauté et le fait de montrer et regarder. L'absence de pudeur est remplie de plaisir, même si elle n'est pas encore tout à fait en lien avec une zone érogène précise. On note toutefois que ça concerne surtout les parties génitales. Et pour ce qui est de la cruauté, outre la cruauté active de certains enfants envers les animaux, on trouve aussi la cruauté passive, avec un exemple paradigmatique, celui de la fessée. Et Freud nous invite à lire les Confessions de Rousseau pour comprendre ce qu'il nomme la pulsion passive de cruauté, à savoir, et je cite, « la stimulation douloureuse de l'épiderme fessier ». Au fond, ce que cherche à démontrer Freud, c'est qu'il y a un continuum entre ce que nous vivons enfants, ce qui se fixe comme charge sexuelle dans l'enfance, et notre sexualité adulte. Il n'y a pas une apparition miraculeuse sexuelle à la puberté qui viendrait donner un horizon totalement nouveau à l'être humain que nous sommes. Il insiste que nous sommes toutes et tous exposés à des points de fixation sexuelle et que s'il y a des pervers parmi les adultes, on trouve chez eux des traits universels que nous avons tous en partage. Est-ce qu'on peut revenir aux enfants ? Oui, Freud écrit dans le chapitre intitulé « Sexualité infantile » de ses 3 essais sur la théorie sexuelle « Il est vrai qu'on trouve dans la littérature quelques notes sur l'activité sexuelle précoce de petits enfants, sur les érections, la masturbation et même sur des pratiques comparables au coït, mais qui ne sont jamais présentées que comme des phénomènes exceptionnels, des curiosités ou des exemples effrayants de dépravation précoce. »
Or, Freud part du principe que ce n'est pas du tout exceptionnel et qu'en fait ça concerne tout le monde. Et c'est là que la rencontre de cette sexualité sans filtre, infantile, immature avec la culture, avec la société, peut devenir hautement problématique. Parce que la société, elle est gênée d'associer enfant et sexualité, parce que c'est un tabou. J'avais évoqué dans un précédent épisode le fait qu'au XIXe siècle, on attachait parfois les enfants à leur lit pour les empêcher de se masturber la nuit. Et c'est quelque chose qui est montré dans le film Le Ruban blanc de Haneke. Le ruban blanc étant le signe de la pureté virginale supposée de l'enfance. L'enfant ne peut pas être soumis à ce genre de pulsion, il vaut mieux dès lors l'entraver physiquement que d'admettre sa sexualité. C'est d'autant plus gênant dans ce film que les adultes sont pétris de névrose, de perversion, de méchanceté, comme s'ils ne parvenaient pas à voir leur passé, à reconnaître dans l'enfance leur propre absence d'innocence. Ce qui est ultra paradoxal, ligoter les membres d'un petit garçon pour le contraindre à ne pas se toucher, on perçoit là-dedans toute la charge sexuelle du châtiment. Et puis, il y a tout l'inverse. Ces adultes qui prennent les manifestations sexuelles des enfants comme des invitations. C'est ce qu'avait bien repéré un autre psychanalyste contemporain de Freud, Sándor Ferenczi, dans son ouvrage « Confusion de langue entre l'adulte et l'enfant ». Ferenczi déploie la théorie selon laquelle la réponse adulte d'une sexualité arrivée à maturité à une séduction infantile est forcément de l'ordre de la confusion des registres. Quand un enfant se frotte, montre ses parties génitales ou que sais-je, la réponse adulte ne peut pas se faire sur le même plan. Ça paraît évident dit comme ça, mais on sait le nombre de personnes incriminées dans des actes pédophiles qui justifient leur passage à l'acte par le fait que c'est l'enfant qui a demandé, qui a séduit. Et là, je crois qu'il est important de reconnaître qu'un enfant peut en effet avoir un comportement sexuel. Dire le contraire serait faux. Pour quiconque a passé pas mal de temps avec des enfants, sait que leur curiosité, leur découverte ne se cantonne pas à jouer tranquillement assis et tout habillé au Playmobil. Parfois, un enfant, ça vous court derrière pour vous pincer les fesses, vous attraper les seins. Les jeux d'enfants, c'est aussi ça. C'est donc à l'adulte de supporter qu'un enfant fasse cela. Non pour l'y inciter ou l'encourager, mais pour pouvoir lui dire tranquillement d'arrêter, que ce genre de jeu, ça ne se fait pas entre un adulte et un enfant. Dans le cas de la contrainte, c'est si insupportable qu'on punit, qu'on entrave physiquement, qu'on humilie, qu'on agit en miroir en faisant à l'enfant la même chose. Notre propre sexualité infantile est tellement taboue que de la voir exploser devant nous nous rend violents. Et dans le cas des post-68ards, ceux qui écrivaient dans les années 70 que c'était formidable de partager ces moments sexuels avec les enfants, c'est l'envers de la même pièce. On prend cette sexualité infantile au premier degré. On y répond sur le même mode, mais avec un corps d'adulte et avec toute la transgression, la confusion et la levée d'un interdit fondamental. Merci Mardi, on se retrouve plus tard pour un 4e et dernier épisode consacré toujours à la perversion. Ça tourne par rond est un podcast de Mardi Noir, produit et réalisé par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja, prise de son Nina Pareja, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.